Salut à toi, je te souhaite la bienvenue si c'est pour ta première fois de tomber sur cette chaîne. Alors moi je me présente au nom de Somda Alexa. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 éléments fondamentaux à connaître et à toujours vérifier avant de prendre une décision d'investir dans les crypto-monnaies. Donc je rappelle que les informations qui seront données ici n'ont pas pour but d'inciter à investir dans les crypto-monnaies, mais puisque tu commences déjà à regarder en fait cette vidéo, cela voudrait dire que soit tu as l'envie en fait d'investir ou que tu veux avoir des informations là-dessus. Donc à juste titre, c'est pour t'informer et te donner en fait le maximum d'éléments possibles à prendre en compte lorsqu'on veut vraiment prendre éventuellement en fait des décisions d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc pour ce faire, nous allons aller dans l'un des plus grands marchés boursiers des crypto-monnaies qui s'appelle CoinMarketCap. Et je rappelle que ce n'est pas le seul. Alors ce que je vais te demander à faire ici, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai un bonus à la fin de cette vidéo qui recèle 2 informations très capitales qui pour moi peuvent être considérées en fait comme des secrets. Et lorsque tu vas les découvrir, je suis sûr que tu pourras toi aussi être un investisseur très rentable dans la crypto-monnaie si tu le désires, ou bien en tout cas tu pourras avoir quand même des informations et qui sont purement particulières et si vraiment à juste titre tu es venu pour chercher des informations. Donc ici nous sommes dans CoinMarketCap et nous allons aller prendre une crypto-monnaie simplement et pour voir ces 3 informations que je voudrais vraiment partager avec toi. Donc on va prendre par exemple une crypto-monnaie qui s'appelle Chiliz. On va cliquer dessus. Alors, une fois cliqué dessus, on va nous renvoyer sur cette page. Alors, nous allons faufiler vers le bas. Et le premier élément auquel on doit vraiment s'intéresser et vérifier, il s'agit en fait du projet de la crypto-monnaie. Il faut savoir que chaque crypto-monnaie naît avec une feuille de route ou un projet. Et donc, c'est sur la base de ce projet que les investisseurs en fait vont trouver les informations qui pourront en fait leur permettre de prendre une décision et s'ils doivent en fait investir ou pas. Et ce qu'on va chercher premièrement, c'est l'utilité en fait de la crypto-monnaie. Alors dans ce projet, on va trouver en fait l'utilité de la crypto-monnaie en question. Et ici du coup, on nous donne en fait le préambule du projet de Chiliz. On nous dit que Chiliz est la principale devise numérique pour le sport et le divertissement. Donc du coup, on sait que Chiliz intervient en fait dans le domaine du sport et dans le domaine du divertissement. Alors, la première chose en fait qui doit nous tiquer est que est-ce que ce domaine est un domaine porteur? Est-ce que ce domaine est un domaine évolutif? Oui, bel et bien, parce que le domaine du sport, c'est un domaine depuis la nuit des temps qui évolue et qui est beaucoup intéressé, qui a beaucoup d'adeptes. Également, le domaine du divertissement, et c'est un domaine vraiment qui est très très porteur et qui est beaucoup convoité par pas mal de personnes actuellement dans tout le monde entier. Maintenant, nous allons venir voir en fait le projet entier de Chiliz. Donc pour ce faire, nous allons venir devant le lien ici, on a site explorateur social. Donc on va cliquer dessus. Alors une fois cliqué dessus, on va nous renvoyer sur cette page où on va nous présenter en fait les sites dans lesquels on pourra trouver le maximum d'informations concernant le projet de Chiliz. Donc on va venir dans le site de Chiliz. Alors je rappelle que pour certaines crypto-monnaies, et ce n'est pas forcément dans le site, il y a le site, mais il y a un autre titre ici qui est soit Social Documentation ou bien Technical Documentation, c'est-à-dire documentation sociale ou bien documentation technique. Donc ici, c'est simplement dans le site que se trouvent en fait les informations du projet Chiliz. Donc lorsqu'on rentre, alors on va défiler comme ça, voilà, on verra les différentes informations et là ça commence véritablement en bas ici. On va lire en fait ces informations pour voir est-ce que Chiliz répond vraiment à une utilité ou bien à un besoin en fait dans la société. On verra ici que Chiliz est founded in 2018, is a blockchain provider focused on the sport and entertainment industry. Donc Chiliz a été fondé en 2018 et voilà, propose une blockchain qui est focalisée en fait dans l'industrie du sport et donc si on sait qu'on n'est pas trop fort en anglais, on peut essayer de copier en fait ces textes et puis aller coller sur Google Language pour les traduire en la langue qu'on comprend bien et puis maintenant lire pour en fait bien comprendre le projet. Alors il faut savoir que comme je l'ai dit, chaque crypto-monnaie naît avec un projet et c'est en fonction de l'utilité en fait que les gens vont s'intéresser ou pas à cette crypto-monnaie. Si par exemple la crypto-monnaie tend à résoudre un problème réel, tend à apporter en tout cas une solution réelle en fait dans la société au niveau des entreprises ou bien vis-à-vis en fait des particuliers, là on va se rendre compte que facilement il y aura en fait beaucoup d'adeptes, il y aura beaucoup d'intéressés autour de cette crypto-monnaie. Par contre, si la crypto-monnaie en fait
ne sert pas à résoudre un problème vraiment particulier ou un problème vraiment important, alors naturellement les gens en fait ne vont pas s'y intéresser. Voilà, et donc ici le domaine du sport ou bien le domaine des divertissements est un domaine vraiment très évolutif, est un domaine très porté actuellement, et donc on peut quand même penser que Chiliz évolue quand même sur une bonne feuille de route. Maintenant, ce n'est pas tout. Lorsqu'on veut étudier en fait le projet d'une crypto-monnaie, il faut aussi tenir compte en fait du profil des développeurs de cette crypto-monnaie. Est-ce que les développeurs de cette crypto-monnaie sont des gens influents, sont des personnes qui ont vraiment participé à résoudre certains problèmes dans le passé? Est-ce que ce sont des gens qui ont bossé par exemple dans des entreprises vraiment de haute autorité ou bien des entreprises vraiment qui sont beaucoup reconnues en fait sur le plan mondial? En plus de ça, il faut vérifier si les développeurs ont un CV propre. Si les informations relatent que les développeurs ont été par exemple impliqués dans des affaires louches ou bien ont été passibles en tout cas de poursuites judiciaires, alors facilement ça doit donner en fait à l'analyste qui voudrait vraiment investir dans ce projet et un comportement réfractaire vis-à-vis de ce projet ou bien de cette crypto-monnaie. Parce que nul ne s'intéresserait en fait à quelqu'un qui a peut-être déjà dîné avec le diable, comme le dit, c'est-à-dire qui a déjà commis des infractions dans le passé ou bien qui a déjà été traduit en tout cas en justice pour des affaires en fait louches qui lui concernaient. Donc là aussi c'est très important, et si on n'arrive pas en fait à avoir ces informations dans les différents sites qui sont proposés ici, on peut facilement en fait aller par exemple sur Google et taper par exemple quels sont les développeurs de Chiliz. Et du coup, on va nous donner en fait non seulement les noms en fait des développeurs de Chiliz, mais en plus on va nous donner en fait une idée sur leur profil, sur leur CV. Et là, on va savoir maintenant si ce sont des gens sains entre guillemets qui sont prêts vraiment à développer le projet jusqu'à terme et à rester vraiment à l'écoute des différents investisseurs dans ce projet. Si par exemple vous ne vérifiez pas toutes ces informations, il se peut que des gens malhonnêtes viennent en fait tailler sur mesure un très bon projet avec une crypto-monnaie à l'appui, et alors qu'au fond d'eux en fait le projet en fait est une velléité, c'est-à-dire qu'au fond il n'y a rien en réalité, c'est juste plat. Voilà, ils ont juste trouvé de bons mots, ils ont trouvé en fait de belles phrases, ils corroborent avec le projet, mais au fond en fait ne va pas vraiment perdurer en fait dans l'écosystème. Ils vont juste au premier moment conduire aux gens en fait à investir, et après quoi ils disparaissent en fait des radars, ils disparaissent derrière le projet, et du coup les investisseurs en fait vont se retrouver main vide, et ce n'est pas intéressant à ce moment. Raison pour laquelle il faut vraiment vérifier toujours en fait les informations sur le profil des développeurs de telle ou telle crypto-monnaie. Le deuxième élément très important à connaître et à toujours vérifier avant de s'intéresser ou pas à une crypto-monnaie, il s'agit de l'offre maximale de pièces de la crypto-monnaie en question. Alors, on le sait tout ça, lorsque une crypto-monnaie naît à une certaine quantité de pièces qui peuvent exister tout au long de sa vie. Et ici, si on vient par exemple pour Chiliz, on verra que l'offre maximale de pièces qui puisse exister dans toute la vie de Chiliz est de 8,88 billions. Alors ici, il n'y a pas de quantité standard, il n'y a pas une valeur fixe à laquelle on peut se référer de temps à autre pour se dire si l'offre maximale est élevée ou pas. Mais au moins, ça, ce qu'on peut dire est que si la quantité de pièces tourne autour de milliards ou bien de millions, on peut dire que ça va. Lorsque ça rentre dans les billions ou bien dans les trilliards, souvent ce n'est pas trop intéressant. Mais attention, il y a une exception à cela, parce qu'il y a d'autres facteurs en fait qui peuvent venir et donner du crédit en fait à un nombre élevé de quantité de pièces maximales d'une crypto-monnaie. Et ici, par exemple, le premier facteur, on peut avoir en fait le nombre de followers, le nombre d'abonnés de cette crypto-monnaie. Si par exemple autour de cette crypto-monnaie il y a assez d'adeptes, il y a assez de personnes qui s'y intéressent, cela voudrait dire que alors il y aura assez d'influence en fait sur la demande, et donc cela peut contribuer à raréfier en fait la quantité de pièces totales. Alors ce qu'il faut comprendre est que généralement on investit dans les crypto-monnaies dans l'optique de revendre en fait les pièces qu'on a achetées au départ à un prix un peu plus élevé pour récolter des bénéfices. Et de ce fait, on doit comprendre que le prix en fait d'une crypto-monnaie varie sur la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que s'il y a plus de demande par rapport à l'offre autour d'une crypto-monnaie, naturellement cela pourrait propulser en fait le prix de cette crypto-monnaie à la hausse. Par contre, si la demande est faible par rapport à l'offre, cela peut ne pas vraiment impacter positivement sur l'évolution en fait du prix de la crypto-monnaie. Donc, non seulement on a besoin d'avoir en fait une offre maximale moins élevée, mais en plus
on a besoin en fait d'avoir plus de communautés autour de cette crypto-monnaie, mais mieux on a besoin en fait d'avoir des investisseurs qui pèsent dans cette crypto-monnaie. On peut aussi avoir en fait une forte communauté autour d'une crypto-monnaie, mais si ceux qui investissent en fait dans cette crypto-monnaie ne pèsent pas, c'est-à-dire s'ils ne sont pas à mesure en fait de détenir de gros portefeuilles, alors cela peut ne pas jouer vraiment favorablement sur le nombre de pièces en fait de cette crypto-monnaie. Là aussi c'est un élément très important et du coup il faut aussi voir est-ce qu'il y a des gens, il y a par exemple de gros investisseurs en fait autour de cette crypto-monnaie, parce que l'offre maximale en fait de pièces d'une crypto-monnaie peut aussi être très élevée, mais le fait qu'il y a des gros investisseurs autour de cette monnaie, alors ces investisseurs vont contribuer considérablement à diminuer en fait la quantité de pièces de cette crypto-monnaie et du coup cela va en fait propulser aussi le prix à la hausse. Un autre élément qu'il faut aussi prendre en compte lorsqu'on veut analyser en fait l'offre maximale de pièces d'une crypto-monnaie, il s'agit en fait de la politique de diminution en fait qui est mise en place derrière. Parce qu'il y a certains développeurs, par exemple, qui peuvent décider d'adopter une politique de forte brûlure. Quand on parle de brûlure ici, il s'agit d'une technique qui consiste, par exemple, à créer des portefeuilles obsolètes ou bien des portefeuilles qu'on ne peut plus utiliser après et à transférer en fait une certaine quantité importante et de cette crypto-monnaie dans ces portefeuilles. C'est-à-dire que en ce moment, cette quantité-là ne sera plus utilisable et donc du coup, ça vient en fait à contribuer à baisser en tout cas la quantité de pièces de cette crypto-monnaie. Là aussi, c'est un facteur très important en fait à prendre en compte lorsqu'on veut analyser en fait l'offre maximale d'une crypto-monnaie. En exemple, on a Shiba Inu qui est une crypto-monnaie à forte offre, mais il y a assez de brûlure en fait autour de cette crypto-monnaie, ce qui fait qu'on pourrait penser à une éventuelle diminution considérable en fait de pièces de Shiba Inu en circulation. Et cela va facilement en fait faire grimper le prix de Shiba Inu et éventuellement. D'ailleurs, cela a eu lieu dans le processus d'évolution de Shiba Inu parce que quand on revoit un peu dans le passé, Shiba Inu était une crypto-monnaie avec un prix très très faible, mais qui a connu en fait une forte évolution en matière de prix, qui a quitté de 10 € jusqu'à 4 €. Cela voudrait dire qu'il y a une bonne politique en fait de brûlure et une forte adhésion également en fait autour de cette crypto-monnaie. Alors je rappelle qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas un nombre de supply, c'est-à-dire qui n'ont pas une valeur au niveau de l'offre maximale. Si on prend par exemple Shiba, on verra que Shiba Inu n'a pas de supply. Alors donc vous voyez qu'ici il n'y a pas de valeur au niveau de l'offre maximale, mais au moins on peut se servir de la valeur qui est affichée au niveau de l'offre en circulation et de l'offre totale. On voit visiblement ici que Shiba a une offre en circulation de 589,54 trilliards et l'offre totale est de 589. Alors l'offre totale, c'est la quantité de pièces qu'on a pu extraire en réalité, et maintenant l'offre en circulation, c'est ce qui a été injecté en fait dans le marché pour les échanges, c'est-à-dire pour les achats et les ventes. On peut voir ici que Shiba Inu a une forte communauté qui est estimée à 242 000 followers. Donc il y a bien d'autres facteurs qui font qu'une crypto-monnaie nouvellement sortie peut occuper en fait une très bonne place en matière de classement par rapport à d'autres crypto-monnaies qui ont existé dans l'écosystème cryptographique pendant bien longtemps. Et ce qui va nous conduire à avoir le troisième élément très très important à prendre en compte dans l'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Il s'agit en fait de la capitalisation boursière. Donc nous allons prendre toujours notre Chiliz pour avoir quelle est la capitalisation boursière de Chiliz. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la capitalisation boursière? C'est simplement la valeur de la quantité de pièces en circulation. Et cette valeur s'obtient simplement en faisant le produit, c'est-à-dire la multiplication entre la quantité de pièces en circulation et le prix à l'étape actuelle de la crypto-monnaie. Donc ici, on voit que l'offre en circulation de Chiliz est de 6,76 billions et son prix actuel est de 0,1185 $. Donc si on prend ce prix et on multiplie par cette quantité, 6,76 billions, on trouvera la capitalisation boursière qui est à l'ordre de 802,46 milliards de $. Comment on peut interpréter la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie de sorte en fait à prendre une décision d'investir ou pas en fait? Plus la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie est élevée, plus on peut quand même penser en fait
à accorder du crédit, c'est-à-dire à apporter en fait de l'importance à cette crypto-monnaie. Généralement, c'est sur ça d'ailleurs en fait que se fait le classement des crypto-monnaies, voilà, dans CoinMarketCap. Donc on voit visiblement ici que Bitcoin est la reine, voilà, occupe la première place avec une capitalisation boursière de 548,07 billions, suivi de Ethereum avec 220,16 billions, et ensuite USDT, voilà, le dollar Tether qui est un stablecoin mais qui pèse bien en matière de capitalisation boursière, et ainsi de suite. Donc si on reprend notre Chiliz ici, voilà, et on verra que sa capitalisation boursière est quand même un peu faible, hein. Là aussi, je le rappelle, il n'y a pas de standard, il n'y a pas une valeur référentielle en tant que telle, mais au moins ça, on s'attend à ce que la capitalisation boursière d'une crypto-monnaie soit vraiment à l'ordre de billions ou bien de trillions, voilà, pour que quand même on comprenne que cette crypto-monnaie a une forte capitalisation boursière. Sinon, si ça tourne autour de milliards et de millions, et ce n'est pas vraiment trop intéressant. Mais attention, comme je l'ai dit, il y a toujours en fait de l'exception, et il y a toujours aussi d'autres facteurs en fait à prendre en compte lorsqu'on veut vraiment étudier la capitalisation boursière. Parce que, étant donné que c'est une valeur qui découle en fait du produit entre le prix et puis l'offre en circulation, on peut avoir en fait une crypto-monnaie qui a un prix très faible, mais qui a une offre en circulation très élevée, ce qui va facilement en fait lui donner une capitalisation boursière également et plus élevée comparativement à une crypto-monnaie, voilà, qui va avoir peut-être un prix très élevé mais avec une offre en circulation très faible. Donc il faut tenir compte en fait de ces réalités également. Si on revient prendre par exemple Shiba Inu ici, on verra que Shiba Inu a une capitalisation très élevée par rapport par exemple à celle de Chiliz. Mais pourquoi? Parce que tout simplement Shiba Inu a une offre en circulation très élevée, c'est exprimé en trilliards, face à un prix qui est très faible par rapport au prix de Chiliz. Donc du coup, ça donne en fait une capitalisation boursière de Shiba Inu très élevée, et donc par ricochet, Shiba Inu obtient en tout cas un meilleur classement par rapport à Chiliz. Alors que si on va peut-être dans le projet, ou bien si on s'intéresse à certains fondamentaux, on va se rendre compte que ça peut être une crypto-monnaie et non seulement plus ancienne, mais là ça ne compte pas, mais peut-être son projet est encore plus utile ou bien plus pertinent que par exemple le projet de Shiba Inu, qui est un projet qui s'intéresse en fait aux chiens par exemple. Mais cela ne voudrait pas dire non plus que le projet de Shiba n'est pas important. Donc voilà les 3 éléments fondamentaux que je voudrais partager avec toi. Maintenant, en guise de bonus, je vais te donner 2 informations, voire 3, qui pourront te permettre franchement d'être un investisseur rentable dans le domaine des crypto-monnaies si tu le désires. Donc ici, on va prendre une crypto-monnaie de façon prosaïque. On va prendre par exemple ADA, Cardano. On clique dessus. Lorsqu'on clique sur Cardano comme ça, voilà, et on va nous présenter la courbe. Et généralement, de prime abord, la courbe est l'illustration en fait du prix en 24 heures. Ce qu'il faut faire est qu'il faut venir cliquer au niveau de All. Et lorsqu'on clique au niveau de All, en ce moment, on nous donne en fait le mouvement de prix pendant l'existence de ADA dans CoinMarketCap jusqu'à cet instant T. On va voir que ADA a connu en fait des pics et des creux. Et ce qui est intéressant à comprendre est que si vous êtes un nouveau dans l'aspect cryptographique et que vous désirez en fait investir, ou même si vous êtes un ancien, parce que il y a certains qui perdurent en fait dans l'aspect cryptographique mais qui n'arrivent toujours pas en fait à comprendre certains aspects fondamentaux. Donc ce que vous devrez comprendre est que si vous venez en fait sur la courbe, ça va vous donner en fait une idée de l'évolution du prix. Et donc du coup, on voit que ADA a connu en fait un pic ici. On peut voir la date. Donc pour voir cette date, on va maintenir en fait sur la courbe. Je vais maintenir en fait sur la courbe et on va regarder ici. La date va apparaître et en même temps la valeur, voilà, à ce niveau. Donc je maintiens et puis je glisse un peu vers la gauche. On verra que c'est vers décembre 2018. Et en ce moment, le prix de ADA tournait autour de 0,8819 $. Donc du coup, on peut comprendre que ADA a connu avec un pic ici. Parce que quand on est investisseur, il faut comprendre qu'il y a des zones d'achat et des zones de vente. Donc si on ne comprend pas cela, on peut au contraire faire des achats pendant les zones de vente et faire les ventes pendant les zones d'achat, et en ce moment on sort perdant. Donc pour éviter cela, on doit toujours venir en fait au niveau de la courbe, cliquer sur All et voir en fait quelle est l'évolution actuelle qui est illustrée par la courbe. Donc je vois ici que ADA a connu encore un pic. Donc imaginez quelqu'un qui vient en fait acheter
ADA ici, alors la personne va devoir en fait attendre pendant une longue phase et écouler cette phase de correction jusqu'à revenir ici maintenant pouvoir espérer vendre. Et là même ce sommet est moins élevé que ce sommet, c'est-à-dire que même s'il va en fait à ce niveau, mais il va vendre toujours avec une perte. Donc pour éviter cela, et lorsque vous avez par exemple vos dollars ou bien vous prétendez en fait investir dans les crypto-monnaies, vous devrez toujours vous patienter si vous vous rendez compte que vous êtes sur une phase de forte hausse. C'est vrai, on ne peut pas savoir de prime abord si l'étape à laquelle on est actuellement, il y aura une évolution positive ou bien une décroissance du prix, mais il faut toujours en fait se patienter pour voir en fait voilà, dans quelques temps, quelle sera l'évolution du prix de l'actif en question. Donc, on voit visiblement qu'ici, on a encore une très bonne phase de correction et donc, on peut quand même soit se patienter toujours un peu ou bien commencer en fait à faire de la DCA, c'est-à-dire investir par palier, soit chaque mois ou bien chaque 2 mois ou bien chaque semaine, une certaine somme donnée. Donc, jusqu'à peut-être atteindre le creux maximum. Et en ce moment, on aurait investi avec prudence et de façon aguerrie, de sorte que dès que le prix de ADA rebondit un peu seulement, on peut vendre et sortir très rentable dans ces investissements. Voilà l'une des premières astuces que je voudrais partager avec toi. Et la deuxième astuce maintenant, c'est de chercher à voir si la crypto-monnaie s'intéresse en fait au Web3. Et dans ce Web3, il y a assez d'opportunités, il y a assez de révolutions qui vont voir le jour. Du coup, on peut penser à ce qu'on appelle le métaverse. Donc, le métaverse est un monde virtuel qu'on veut vraiment créer, de sorte que ceux qui vont s'intéresser puissent utiliser, par exemple, soit des sortes de loupes ou bien des sortes d'instruments visuels pour pouvoir se retrouver en fait dans un monde virtuel et puis voilà, mener des activités, s'amuser, se divertir et chacun reste chez soi en le faisant en réalité. Donc, c'est très intéressant. C'est un domaine en fait qui va vraiment s'exploser avec le temps et du coup, si vous voulez analyser en fait une crypto-monnaie à l'heure actuelle, essayez de voir si les développeurs en fait de cette crypto-monnaie s'inscrivent dans une dynamique à s'intéresser en fait au Web3. Est-ce que le projet en fait évolue vers le métaverse? Si le projet évolue vers le métaverse, alors là c'est encore très intéressant parce que quand le métaverse va vraiment s'exploser, là il n'y a pas de raison que ces crypto-monnaies-là aussi ne prennent pas considérablement en fait de valeur. On peut s'intéresser vraiment à tous les actifs numériques qui s'inscrivent en fait dans cette dynamique. La troisième astuce que je vais partager avec toi, il s'agit des sites d'information des développeurs. C'est très important. Et pour voir par exemple les sites d'information, on va venir en bas ici, on est sur Cardano bien entendu. On va venir cliquer sur site explorateur et du coup on va venir en bas ici. On verra les sites d'information des développeurs de Cardano. Alors si une crypto-monnaie n'a pas un site d'information, sachez que ce n'est pas trop sérieux parce que sur quoi vous allez vous baser en fait pour avoir les informations non seulement sur le projet et également sur d'autres aspects en fait liés à cette crypto-monnaie. Et par exemple, si dans les sites d'information d'une crypto-monnaie, il y a Twitter, il y a par exemple YouTube, il y a Reddit, sachez que ce sont des monnaies où les développeurs sont quand même sérieux parce que ce qu'il faut rappeler est que Twitter est l'un des canaux de communication les plus sérieux parmi les différents canaux de communication. Il y a également en fait Telegram ou bien Reddit. Il y a aussi bien d'autres comme Facebook, Instagram, voilà. Donc on doit toujours veiller à ce que les cryptos dans lesquels vraiment on veut analyser aient en tout cas quand même des sites fiables, des sites sincères, des sites honnêtes. Surtout YouTube parce que c'est l'un des canaux de communication à travers lequel on peut voir en fait le maximum d'informations et surtout visuelles, applicables immédiatement. Notre bonus que je vais partager avec toi toujours, il s'agit en fait de l'accessibilité de la crypto-monnaie en question. Est-ce que la crypto-monnaie que vous voulez analyser est accessible? C'est-à-dire que est-ce que la crypto se trouve en fait sur des marchés qu'on peut voir facilement et l'acheter facilement? Parce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui peuvent en fait avoir de très bons projets, qui peuvent en fait avoir une offre maximale très limitée et qui peuvent également en fait avoir une capitalisation boursière en fait très élevée. Mais ces cryptos en fait ne sont pas facilement accessibles par tous les investisseurs. C'est-à-dire que soit en fait le ménage ou bien l'obtention même des pièces en fait est très compliqué, ou bien ces cryptos ne sont pas dans des plateformes simples à utiliser et du coup
et soit ces cryptos seront utilisables uniquement par des gros investisseurs ou bien par des investisseurs d'une certaine classe, ou bien s'il s'agit d'un token, on peut vérifier, voir est-ce que la blockchain de la monnaie mère ou bien de la monnaie native dans laquelle en fait est logé ce token est très accessible, parce qu'il y a certains tokens qui sont en fait adossés sur des monnaies mères dont leurs blockchains ne sont pas faciles à utiliser, soit en fait les frais de réseau sont très élevés et donc du coup cela en fait ne facilite pas en fait leur accession. Voilà, c'est-à-dire que peut-être ce sont des gens d'une certaine classe qui peuvent simplement accéder en fait à ces crypto-monnaies. Si on prend par exemple le réseau Ether, c'est un réseau qui jusque-là est très coûteux et du coup généralement les investisseurs particuliers ou bien les investisseurs qui ne pèsent pas assez ne s'intéressent pas trop en fait aux monnaies de type ERC, parce que tout simplement les frais qu'il faudra en fait supporter si on voudra en fait swapper, c'est-à-dire échanger en fait des Ethers contre un token de type ERC, ils seront très élevés et du coup les gens en fait sont un peu découragés vis-à-vis de ces crypto-monnaies. Donc ils s'intéressent plutôt à des crypto-monnaies dont les frais de réseau sont moins élevés et généralement ce sont des crypto-monnaie de type BEP. Ensuite, il faut aussi voir en fait si les pièces de cette crypto-monnaie sont à miner ou bien c'est par le processus de proof of stake. Si ce sont des crypto-monnaies qu'il faut miner pour avoir, alors est-ce que le minage exige en fait une certaine complexité ou bien une certaine facilité? Si le minage en fait est compliqué, si l'offre en circulation est faible, cela voudrait dire qu'il y aura en tout cas une raréfaction, voilà, et dans le processus. J'espère que tu as bien tiré profit de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour bénéficier de nos prochaines publications. Je te demande également à partager au maximum cette vidéo et à bientôt. Bye.